14h sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi pour le non-stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous, bonjour François. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une, ces consultations à Matignon, la Première ministre reçoit à partir de cet après-midi les présidents des groupes parlementaires, notamment sur un possible accord de gouvernement, voire leur participation à un gouvernement, mais aussi sur le vote des prochains textes de loi. Et le premier concernera notre pouvoir d'achat. Les premières mesures ont été précisées. Aujourd'hui, il s'agit notamment de revaloriser les prestations sociales, de mettre en place un bouclier sur les loyers ou encore une incitation à l'intéressement. Dans le reste de l'actualité, Volodymyr Zelensky qui exhorte les dirigeants du G7 à faire le maximum pour mettre un terme à la guerre qui ravage son pays avant la fin de cette année, évoquant notamment la rudesse de l'hiver en Ukraine. Le G7 qui va continuer à accroître la pression sur Poutine, promet le chancelier allemand. Et les derniers mots des accusés au procès des attentats du 13 novembre 2015. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin, a déclaré Salah Abdeslam. L'heure est désormais aux délibérations avant le rendu du verdict mercredi. Sa mission est compliquée. Voilà un doux euphémisme concernant Elisabeth Borne, dont la semaine débute sous le signe du casse-tête. Elisabeth Tholomé, la Première ministre, dispose de quelques jours seulement pour élaborer une feuille de route et un nouvel organigramme gouvernemental qu'elle présentera ensuite au président. Oui, le président, avant de s'envoler pour la Bavière, lui a laissé quelques devoirs à sa nouvelle première ministre qu'il a reconduite et à qui il a redit toute sa confiance. Première tâche, poursuivre ses consultations avec les présidents de groupes parlementaires pour les sonder, savoir dans quelle mesure ils sont prêts à collaborer avec le gouvernement. Concrètement, Elisabeth Borne va leur demander 3 choses. La première, s'ils sont prêts à passer ou non des accords de gouvernement. La seconde, s'ils vont voter la confiance ou s'abstenir. La troisième, s'ils vont voter le budget, texte fondateur, ou s'abstenir également. L'objectif, voir avec qui et avec quelle majorité l'exécutif va pouvoir faire voter les futurs textes qu'il va présenter à l'Assemblée nationale. L'autre tâche qui attend la Première ministre, elle concerne évidemment le remaniement. Là aussi, le président de la République l'a chargé de voir quelles sont les personnalités hors majorité qui pourraient faire leur entrée au gouvernement. Plusieurs questions restent à trancher. Faudra-t-il remplacer poste pour poste les ministres qui ont à partir ou vont partir? Faudra-t-il repartir d'une feuille blanche? Quid des cas Abad et Zakharopoulou, tous deux mis en cause dans des affaires de viol? Il faut se débarrasser des branches pourries, plaide un conseiller. La fenêtre de tir, en tout cas, est assez mince. Le chef de l'État rentre de ses déplacements internationaux vendredi et le mardi 5 juillet, la Première ministre doit prononcer sa déclaration de politique générale à l'Assemblée. Merci Elisabeth Tholomé avec Médéric Soltani en direct de l'hôtel Matignon pour BFM TV. Benjamin Duhamel est avec nous cet après-midi du service politique. Bonjour. Alors qui dans l'opposition envisage de collaborer finalement avec cette majorité? C'est la question à 10 000 €. Oui, 10 000 €, même sans doute un peu plus. À l'échelle des groupes et des partis politiques, là, il faut être très clair, les réponses ont été données par les chefs de ces partis politiques. En aucun cas, il n'est question de nouer une coalition. Si vous prenez l'arc qui a été défini par le président de la République, des Républicains au Parti communiste, aucune famille n'est prête à signer ce qu'on appelle un accord de gouvernement qui pourrait impliquer une participation au gouvernement. Il y a une volonté d'essayer de continuer à faire croire que c'est possible pour peut-être prendre à témoin les Français, que si d'aventure il y a blocage, ce sera de la responsabilité des oppositions. Mais là-dessus, il faut être assez clair. Aucun communiste ne rentrera au gouvernement. Et du côté des Républicains, il n'y aura pas de signature d'un accord de coalition. Par contre, ce que l'on voit bien, et c'est l'utilisation de ce mot, les voix dissonantes, expression utilisée par le président de la République, qui montre qu'il y aura une volonté d'essayer peut-être d'aller débaucher quelques individualités. Si vous regardez chez les Républicains, il y a des personnalités comme Jean Rottner, le président de la région Grand Est, Christelle Morançais, Jean-François Copé, qui, eux, assume de dire qu'il faut éventuellement travailler avec le gouvernement. Ça pourrait être donc ces personnes. De la même manière, on a des députés qui ont été élus, des dissidents de la NUPES, par exemple David Habib, un membre du Parti socialiste qui a été lui aussi élu. Bref, l'enjeu pour le gouvernement sera sans doute davantage de montrer qu'il s'élargit plutôt qu'il y a des coalitions qui sont nouées. Mais le risque, c'est que tout cela passe au final pour de simples débauchages individuels. Merci Benjamin. Vous restez avec nous. On accueille Julien Bayou. Bonjour. Merci. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée. D'abord, est-ce que vous savez précisément quand vous serez reçu à Matignon et est-ce que vous attendez de ce rendez-vous avec Elisabeth Borne? Non, écoutez, à cette heure, on n'a pas d'informations précises. Il se trouve qu'on a déjà eu un entretien téléphonique avec ma coprésidente Cyrielle Châtelain
et la Première ministre Elisabeth Borne, c'était vendredi après-midi. Et voilà, on s'est dit les choses. Nous, on attend qu'il y ait un discours de politique générale. On attend qu'elle se soumette à un vote de confiance. Nous ne la voterons pas. Et ensuite, eh bien, nous voterons au cas par cas, selon les textes et selon l'ambition. Ce gouvernement, il ne procède pas de nulle part. Il provient de 5 ans d'inaction climatique. C'est un projet de casse sociale avec la réforme des retraites à 65 ans. Donc, évidemment, nous sommes dans l'opposition. Et comme il n'y a pas de majorité automatique, eh bien, c'est l'occasion de reparlementariser et de pouvoir avoir un vrai débat, texte par texte, j'ai envie de dire amendement par amendement. Nous porterons des mesures très ambitieuses sur le climat et on verra si le gouvernement veut les soutenir ou non. Alors, Elisabeth Borne va essayer de mettre en place un accord de gouvernement, voire même une participation à ce gouvernement. Comment se positionnent actuellement les écologistes ? Mais l'ensemble de la nouvelle Union populaire écologique et sociale est dans l'opposition. Donc on ne va pas faire semblant d'imaginer que les choses peuvent changer. Ce gouvernement n'est pas écolo. Ce gouvernement, c'est celui qui a été condamné par 2 fois pour inaction climatique. Vous voyez, il est d'usage de dire, bon, ben, on verra, ce gouvernement va se former, on verra dans les prochains mois et on jugera sur pièce. Mais là, c'est pas nouveau. Il y a 5 ans d'inaction climatique en passif. Il y a 3 mois, depuis 3 mois, où il ne s'est absolument rien passé de la part de ce gouvernement. Donc voilà, je pense que là, il y a une partie un peu de bluff, de vouloir rejeter la responsabilité du choix sur l'opposition. Bon, il faut arrêter de jouer un peu le théâtre. C'est un peu ce que j'ai dit au président de la République. Allez-y, faites faire un discours de politique générale à votre Première ministre, engagez la confiance, et puis si vous n'avez pas de majorité contre, déroulez votre proposition. Et nous, notre enjeu, ça sera de l'enrichir. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, de proposer la hausse des salaires, de proposer enfin une autonomie, une garantie d'autonomie pour la jeunesse, de proposer un rattrapage des salaires pour l'égalité femmes-hommes. Voilà le type de mesures très ambitieuses que nous allons porter et on verra si le gouvernement est vraiment enclin à aller dans le sens de l'intérêt général. Justement, le pouvoir d'achat, c'est le premier gros projet de loi de l'exécutif, sauf qu'il cherche un compromis avec l'opposition, mais le ministre de l'économie a prévenu ce matin, ça vaut pour vous notamment. Écoutons Bruno Le Maire. Je sais que la dette a encore augmenté de 90 milliards au premier trimestre. On est à 2 900 milliards d'euros. Oui, mais c'est pas le montant brut des 2 900 milliards qui me préoccupe. Pourquoi est-ce que je parle de code d'alerte ? Tout simplement parce que les conditions de financement ont changé. Que nous pouvions emprunter à 0%, voire des taux négatifs, et qu'aujourd'hui, nous empruntons à plus de 2%. Parce qu'une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. Et que ma responsabilité de ministre des Finances, et je souhaite que chacun l'entende, c'est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027. Attention, la cote d'alerte est atteinte, dit Bruno Le Maire. Que lui répondez-vous, Julien Bayou ? Mais je leur réponds, écoutez, on n'est pas comptable de leur mauvaise gestion. Vous savez, ils ont fait des cadeaux aux plus riches et c'est aujourd'hui ça qu'on paye désormais. Vous voyez, donc en fait, c'est trop facile de dire on a mal géré et du coup, on a une question de dette. Nous, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, avons été les seuls dans cette campagne des législatives à présenter un plan d'urgence sociale financé. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important de dire comment on finance les choses. Et donc, nous avons un besoin urgent de redistribution, d'augmentation des minima sociaux, d'individualisation de l'allocation handicap, de soutien à la jeunesse, d'augmentation des salaires et de dégel de points d'indice. Voilà les besoins urgents sociaux pour le pays. Et comment nous le finançons ? Avec des contreparties plus importante pour les plus riches. Et c'est ça ce que refuse de faire Bruno Le Maire. Il y a un sens politique à ça. Ils ont choisi d'aider les plus riches, et je parle des ultra riches, des milliardaires qui ont vu leur fortune quasiment doubler en 2 ans. C'est là qu'il faut aller chercher des contributions plus importantes de la part des ultra riches. Voilà ce que nous proposerons et on verra si le gouvernement cherche des compromis. Une volonté d'aider les plus riches, selon vous, Julien Bayou. Restez avec nous. Benjamin Duhamel, Marine Le Pen, elle, a tweeté sur cette déclaration de Bruno Le Maire. Après avoir menti sur la situation économique du pays, Bruno Le Maire découvre son propre bilan calamiteux, voilà, dans les grandes lignes. Bruno Le Maire, en effet, nous avait habitués à plus d'optimisme auparavant.
Oui, même si la situation, il faut le dire, aujourd'hui est inquiétante de ce point de vue, parce qu'il y a non seulement des dépenses qui doivent être engagées pour lutter contre l'inflation et pour assurer que le pouvoir d'achat des Français soit préservé. Ce sera l'objet de ce projet de loi. Et on a surtout une situation financière qui change avec les taux d'intérêt qui augmentent. Concrètement, pour ceux qui nous regardent, des taux d'intérêt qui augmentent, ça veut dire la charge de la dette qui est plus importante, ce qu'il faut rembourser chaque année en termes d'intérêt. Les spreads, c'est-à-dire la différence entre les taux d'intérêt français et par exemple les taux d'intérêt allemands sont là encore en train de s'élargir. Donc Bruno Le Maire fait un exercice de transparence. Ce n'est pas faux que de considérer qu'avant les élections, cet exercice de transparence n'avait pas tout à fait la même tonalité. Maintenant, il y a aussi un objectif politique quand Bruno Le Maire fait cette sortie. D'abord, c'est une façon aussi de mettre face à leurs responsabilités les oppositions au moment où les textes, notamment le collectif budgétaire, sera examiné au Parlement. Et puis, c'est aussi une façon de faire un clin d'œil à la droite qui ne cesse de répéter que désormais il faut arrêter, que le gouvernement ne peut plus faire de chèque en blanc. Expliquer quand le président dit pas d'impôts et pas de dette en plus. Et quand Bruno Le Maire dit la cote d'alerte est atteinte, c'est une façon de dire que le gouvernement est à l'écoute de ce message de respect, de préservation au maximum des finances publiques, qui est une marotte de la droite et des Républicains en ce moment. Merci beaucoup Benjamin. Julien Bayou, dernière question. Le gouvernement prévoit d'augmenter plusieurs aides, dont les pensions de retraite, les APL ou encore le RSA. Difficile de s'y opposer, non ? Évidemment, et je me réjouis qu'en fait nous ayons porté aussi fortement cette question sociale dans la campagne des législatives, et ça finit peut-être par infuser. Peut-être que, rendez-vous compte, c'est pas nouveau, malheureusement, que la population tire la langue, que les loyers augmentent et que les salaires soient aussi bas, que les minima sociaux soient aussi bas. Et donc nous réclamons une augmentation des salaires, une augmentation des minima sociaux. Ce précédent quinquennat s'était plutôt illustré par les cadeaux faits aux plus riches. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de majorité automatique au Sénat permet peut-être d'envisager des gains, des acquis pour les personnes les plus vulnérables dans ce pays. On avait vu en 2018 que le gouvernement avait fait trop peu, trop tard. Là, peut-être grâce à la situation à l'Assemblée, le fait de reparlementariser va nous permettre d'arracher des victoires. Je m'en réjouis et je suis content que nous puissions proposer et que le gouvernement verra s'il veut accompagner cette ambition. Mais donc, sur le principe, l'exécutif peut voir en vous un allié. S'il souhaite augmenter les aides, les pensions de retraite, les APL ou le RSA, vous voterez pour ? Je vous répondrai sur pièce. Nous ne pouvons pas faire confiance à ce gouvernement qui a été un gouvernement d'inaction climatique et qui a des propositions de brutalité sociale. Donc nous sommes dans l'opposition. Mais simplement comme nous sommes parlementaires, si vous me laissez terminer comme nous sommes parlementaires, nous jugerons pièce après pièce, texte après texte, amendement après amendement, projet de loi après projet de loi, ce qu'il en est de l'intérêt que nous faisons du pays. Et c'est bien ça le rôle de l'Assemblée. Merci Julien Bayou d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Je rappelle que vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, qui en parallèle poursuit sa séquence internationale, il est actuellement en Allemagne où les dirigeants des pays du G7 sont réunis pour parler de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Volodymyr Zelensky s'est d'ailleurs adressé à eux tout à l'heure. Il les a exhortés à faire le maximum pour mettre un terme à l'invasion avant la fin de l'année, évoquant notamment la rudesse de l'hiver en Ukraine. Et puis, il a aussi demandé au G7 de renforcer les sanctions contre la Russie en limitant les prix du pétrole exporté par Moscou. Le G7 qui a réaffirmé son soutien à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Benjamin, à son retour en France, Emmanuel Macron, que se passera-t-il ? Alors, rappelons d'un mot que le G7 n'est pas le seul rendez-vous international qu'a Emmanuel Macron. Il y aura ensuite un sommet de l'OTAN qui se tiendra à Madrid, puis sa participation au sommet des océans à Lisbonne, ce qui donne un retour du président de la République en fin de semaine. Pour rappel, dans cet entretien à l'AFP samedi soir, il a chargé Elisabeth Borne de lui proposer la formation d'un nouveau gouvernement, un nouveau casting gouvernemental. On peut donc imaginer qu'à partir du moment où le président sera de retour en France, c'est-à-dire à la fin de la semaine, il y aura des rencontres avec Elisabeth Borne, avec potentiellement, à partir des premiers jours de juillet, c'est l'échéance qui a été fixée par Emmanuel Macron, un nouveau gouvernement, c'est-à-dire qu'à partir de vendredi, cela peut arriver, de ce que l'on comprend dans la coulisse, plus vraisemblablement dimanche ou lundi, avec évidemment cette échéance, la nécessité pour Elisabeth Borne, au moment où elle prononcera son discours de politique générale, d'avoir bien évidemment un gouvernement au complet.
Merci pour ces précisions, Benjamin Duhamel. Dans l'actualité également, à 14h13, on en vient au procès fleuve des attentats du 13 novembre 2015. Il s'est achevé ce matin au terme de près de 10 mois d'audience. La Cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. Salah Abdeslam s'est exprimé pour la première fois avant le verdict qui est attendu mercredi soir. Émile Darcourt, Kelly Lafin, Amélie Patéron et la Prodome. Mes premiers mots seront pour les victimes. Lorsqu'il prend la parole pour le dernier jour du procès, Salah Abdeslam est loin de son attitude des premières semaines. Plus de propagande pour l'État islamique dans ses propos. Devant le tribunal, il explique son mutisme et ses déclarations provocatrices du début qu'il dit regretter par les mauvais traitements subis en prison. Son évolution, il l'attribue à la redécouverte au moment du procès de la vie sociale. Les propos où il raconte malheureusement des scènes qui se passent parfois en prison ne m'ont pas ni étreint ni bousculé. Il n'a pas compris ce qu'on peut lui reprocher depuis le début dans ce dossier. Le fait de rappeler ses souffrances peut apparaître comme une victimisation. Cette maladresse elle-même, pour moi, je la prends plutôt comme une démonstration de sincérité, parce que si c'était une stratégie de défense savamment élaborée avec ses avocats, il n'aurait certainement pas dit ça. Salah Abdeslam insiste devant le tribunal pour ses derniers mots. Il assure que ses excuses prononcées il y a un mois sont sincères. Le message est reçu par les parties civiles. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de sincérité dans le propos. Et c'est une évidence que de dire que les témoignages des parties civiles qui ont été portés à la barre ont réellement eu un impact, ont vraiment porté. Puis Salah Abdeslam évoque la peine qu'il encourt. L'opinion publique dit que j'étais dans les terrasses ou au Bataclan à tirer sur des gens. Vous savez que la vérité est à l'opposé. J'ai fait des erreurs, c'est vrai. Mais je ne suis pas un assassin, pas un tueur. Et si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. Le verdict du procès des attentats du 13 novembre est attendu mercredi soir. Un adolescent de 15 ans a été tué par balle hier soir à Arles. Alexis Puyette, vous êtes sur place. Les faits se sont produits dans un quartier connu pour son trafic de stupéfiants. On va faire un direct, monsieur. Oui, absolument. Ce qu'on sait, c'est qu'un véhicule a fait éruption dans le quartier de Griffeuil hier vers 22h, un quartier connu pour le trafic de drogue. À son bord, un ou plusieurs tireurs. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils ont fait feu sur un groupe de jeunes. Et parmi ces jeunes, il y avait Marwan, un adolescent de 15 ans qui a été grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital. Il est mort dans la nuit des suites de ses blessures. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il n'avait pas il n'était pas connu des services de police. Il n'était pas en lien avec le trafic de stupéfiants. C'est ce que nous ont dit et confirmé les habitants que nous avons rencontrés dans le quartier ce matin. Ce qu'on sait aussi, c'est que le ou les tireurs sont en fuite et puis que le climat est tendu dans ce quartier puisqu'il y a 8 jours, un commando cagoulé et armé a fait irruption dans ce quartier de Griffeuil. Une façon d'opération d'intimidation sur fond de guerre entre réseaux de trafic de stupéfiants. Alors, nous étions dans le quartier tout à l'heure, la situation était plutôt calme et nous avons rencontré des habitants inquiets. Certains ont peur et ont entendu les coups de feu. Écoutez ce témoignage qu'on a recueilli tout à l'heure avec Kevin Rémy. En fait, ça a été très vite, c'était boum, 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 un peu comme ça, comme s'il y avait le tonnerre, voilà, un peu bizarre. Et donc j'ai eu mince, est-ce que c'est des tirs? Mais bon, je n'étais pas trop sûre, j'ai eu peur parce que ma fille elle était dehors. Et j'ai eu peur pour elle. Je connais un petit, que c'était un copain à eux. Il est traumatisé, oui, son copain. Ouais, il est traumatisé. Et il a appelé ma fille hier, il m'a dit, mais protège-toi, protège-toi. Mon copain, il est mort. Ouais. Alors la mairie d'Arles a réagi, c'est toute une ville choquée, en colère et endeuillée, a dit le maire Patrick de Carolis qui a décrété 3 jours de deuil municipal. Les drapeaux sont en berne à l'hôtel de ville. Il a rendu hommage à Marwan, un garçon formidable selon ses termes. Une conférence de presse est prévue à 16h30. Merci pour ces précisions, Alexis Puyette, en direct de Marseille avec Kevin Rémy. Et depuis le début de l'année, on le précise, 16 personnes sont mortes par balle sur fond de trafic de stupéfiants dans ce département des Bouches-du-Rhône. Tout de suite, la chronique éco. Votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que ça va vous plaire. Votre programme avec Floa. Paiement en plusieurs fois, mini-prêt. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie.
Bonjour Frédéric. Bonjour. Objectif pouvoir d'achat, une semaine après les élections législatives. Ça y est, le gouvernement lève enfin le voile sur une batterie de plusieurs mesures anti-inflation. Et parmi elles, on retient notamment une mesure sur le logement. Oui, c'est un peu la surprise. On n'attendait pas forcément le logement. Et pourtant, c'est une des mesures principales. Alors pourquoi ? Évidemment, le logement, c'est le principal poste de dépense des Français. 20% en moyenne selon l'INSEE. Alors 20%, ça ne veut rien dire. Ça dépend évidemment si on est locataire propriétaire ou pas. Les locataires en moyenne, c'est 30%. Et si on prend les ménages les plus modestes, ça monte jusqu'à 35, voire 50% pour les foyers en difficulté. Donc si ça flambe sur ce poste-là, évidemment, ça fait très mal. Et bien justement, ça devait flamber. En France, on ne peut pas augmenter les loyers comme on veut. Il y a ce qu'on appelle l'indice de référence des loyers. C'est l'INSEE, tous les 3 mois, dit voilà, vous pouvez augmenter, propriétaires, vos loyers de 2, 3, 4%. Et bien là, selon l'INSEE, ça devait augmenter, a priori pour le trimestre qui allait venir, jusqu'à 6%. 6% de hausse, ça aurait fait très mal, sachant qu'il y a déjà eu des hausses de 2,5% et 3,5% depuis le début de l'année. Donc Bruno Le Maire et le gouvernement ont dit non, ce sera 3,5% maximum pour cet indice de référence des loyers, et ce jusqu'à mi-2023 à peu près. Donc sans cette hausse, les loyers auraient flambé, ça aurait fait très très mal au pouvoir d'achat. Par ailleurs, 3,5%, c'est pas rien quand même, c'est quand même une hausse. Les APL, pour les foyers les plus modestes, vont suivre aussi avec une hausse prévue de 3,5%, donc pour couvrir cette hausse éventuelle des loyers. Pourquoi ne pas geler les loyers durant cette période ? C'est ce que demandent les associations de locataires. C'est la piste évoquée. La piste avait été évoquée d'ailleurs par Bruno Le Maire en personne en mai dernier, mais Matignon a tranché. Elisabeth Borne dit c'est une fausse bonne idée. Alors pourquoi ? Parce que les propriétaires sont aussi touchés par l'inflation avec les charges d'entretien, mais aussi par les travaux de rénovation. Le gouvernement veut que les propriétaires rénovent leurs bâtiments pour des questions d'efficience énergétique. Eh bien ça coûte plus cher aux propriétaires. Donc on leur accorde une petite hausse, mais on ne gèle pas les loyers parce que sinon, évidemment, tous ces travaux n'auraient pas pu être faits. Le gouvernement calcule que sur un loyer de 800 € par mois, le fait de modérer cette hausse, ça ferait un gain d'à peu près 200 € sur l'année pour les locataires. Donc ça va coûter un peu plus cher, mais ça aurait pu coûter beaucoup plus cher. Et d'autres mesures sont également prévues par le gouvernement. Oui, les minima sociaux, on l'a dit, plus 4%, RSA, minimum vieillesse. Le gouvernement va aussi, on l'a appris il n'y a pas longtemps, ça juste à la mi-journée, va aussi relancer un dispositif d'aide exceptionnel. C'est ce qu'il avait fait pendant le Covid. En mai 2020, 9 millions de personnes vont dès la rentrée de septembre, si c'est voté à l'Assemblée, tout ça évidemment, tout ça c'est avec un point d'interrogation. 9 millions de personnes vont recevoir 100 € à la rentrée, plus 50 €. Donc ça, ce sont les bénéficiaires des minima sociaux, 9 millions de personnes, on l'a dit. Ces deux mesures, ça va coûter 9 milliards d'euros aux caisses de l'État. C'est très cher quand même, tout ça. Les entreprises seront-elles aussi mise à contribution? C'est ce qu'on demande, l'État y est mis, mais les entreprises aussi. Alors oui, on va les pousser à élargir les accords d'intéressement pour les petites entreprises. Le plafond d'exonération pour la prime transport va être doublé. Ce matin, on a entendu Bruno Le Maire sur notre antenne mettre la pression sur Total Énergie en disant allez, la ristourne, encore plus de ristourne pour baisser le prix de l'essence. Bruno Le Maire l'a rappelé, on atteint la cote d'alerte. L'État ne peut pas tout. Maintenant, les entreprises doivent aussi mettre la main à la poche pour sauvegarder notre pouvoir d'achat. Merci Frédéric. C'était votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que vous voulez la suite. C'était votre programme avec Floa. Paiement en plusieurs fois, mini-prêt. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Bonsoir à tous et bienvenue sur BFM TV. La guerre russe est donc à l'œuvre aux portes de l'Europe. On a encore entendu des tirs d'artillerie. Ce qui va être très important, je pense, c'est les poursuites qui ont lieu sur place en Ukraine. Bonjour Volodymyr Zelensky, votre première interview à un média français. On peut imaginer à peu près 3 scénarios possibles. Comment Jérémy Père, vous êtes dans la capitale ukrainienne. Comment s'est passée cette journée? D'ores et déjà, on voit des pénuries compte tenu de la hausse des prix, des pénuries qui s'annoncent. Vous avez déjà fait une campagne présidentielle? Vous croyez qu'on démarre avec une affiche? Je n'envisage pas de le faire. Il y a un certain nombre de domaines, la santé, l'école, où il va falloir changer la manière de voir les choses. Pour comprendre, pour débattre, je reçois les meilleurs experts et les acteurs de l'actualité. Calvi 3D, du lundi au jeudi, 18h50, en direct sur BFM TV. Votre programme avec Siligom. Siligom, pneus, mécanique et entretien auto pour rouler en toute sérénité. C'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, c'est la pub. Mais pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Mais c'est pas Versailles. Hop.
On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Energy, c'est simple. Une énergie moins chère et des services pour réduire votre consommation. Avec Antoine, on s'est connus il y a très longtemps. Et notre première fois? Tu vas pas parler de ça, tu vas raconter notre mariage plutôt. La naissance de Léa. Ça fait longtemps que ça dure et c'est de mieux en mieux. C'est rare, hein? Bah non, c'est comme à la Matmut. Pour récompenser la fidélité, plus ça dure, plus on y gagne. Jusqu'à 65% de bonus pour les bons conducteurs. Retrouvez d'autres avantages en agence ou sur matmut.fr. Matmut, ma valeur sûre. Nos experts font preuve de maîtrise et rivalisent de précision. Faut être toujours sur le qui-vive. Inédit, les géants des chantiers, jeudi à 21h05 sur RMC Découverte, Canal 24. Groupama soutient la passion du vélo et vous offre un maillot de l'équipe cycliste Groupama FDJ. Rendez-vous dès maintenant en agence. On peut gagner le titre et faire briller la France. Ou juste quelque part en France, voir gagner sa team. On peut gagner à tous les niveaux, sur un tapis, même sous l'eau. Quand on gagne tel qu'on est, on change les mentalités. C'est pour voir gagner l'unité, la parité. Qu'on ira ensemble à Paris, voir la France gagner. Depuis 40 ans, nous sommes aux côtés des athlètes français et de tous les passionnés de sport. FDJ, partenaire officiel des Jeux de Paris 2024. FDJ et voir la France gagner. Et t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Il paraît que les boîtes innovantes ont toutes débuté dans un garage. C'est vrai. Et Mercedes, fais-moi visiter. Suis-moi. Ça, c'est de l'aérodynamisme. Ça, c'est rien. C'est déjà beaucoup. Hé, Mercedes, attention! Ces phares sont super intelligents. On part en voyage. Et avec cette autonomie, on va aller très loin. Alors ça, c'est de l'électrique. Encore mieux, c'est magique. Au fait, sympa ton garage. Rendez-vous sur BFM Lyon. Info locale, météo, trafic, sport, Olympique Lyonnais. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Lyon, canal 30 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Hey, c'est les soldes chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. C'est ça, bonne nuit. Parce qu'une bonne nuit de sommeil mérite un bon matelas, Emma, créatrice du matelas le plus primé, vous promet le meilleur confort pour faire de beaux rêves et permet à tout le monde de réveiller sa journée. Regardez Les Mignons 2, Il était une fois Gros au cinéma et profitez de 100 nuits d'essai sur emma.fr. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la crête est à partir de 369 €, tout compris. Roulez en sécurité et gardez vos points avec l'application Coyote. Profitez de 30 jours d'essai gratuit. Coyote. C'est la météo avec B&B Hôtel. Et ça, le bonheur de Max. Qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son B&B Hôtel favori. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans.
Bonjour à tous, c'est une belle amélioration qui concerne cet après-midi les régions du nord-ouest avec le retour de belles éclaircies entre les Pays de la Loire, la région Poitou-Charentes en remontant vers le bassin parisien. En revanche, le temps reste plus instable des Pyrénées à la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la région Grand Est avec des averses localement orageuses pour ces régions. Le soleil mais le vent pour la Méditerranée. Les températures pour cet après-midi, elles sont toujours un peu justes pour la saison. C'est vrai, seulement 18 degrés pour Brest, 21 pour Nantes, 23 pour Bordeaux, 22 à Toulouse, 23 aussi pour Paris jusqu'à 34 pour Marseille, ça reste chaud dans le sud-est, 35 pour la température la plus élevée à Ajaccio. Demain matin, donc cette belle amélioration quasiment partout avec du soleil. Le temps va rester instable le matin comme l'après-midi dans les régions de l'Est avec de bonnes averses orageuses. À noter que partout ailleurs, donc le soleil va s'imposer. Puis toujours le vent pour la Méditerranée, Mistral et Tramontane. Les températures en matinée toujours un peu fraîches, c'est vrai, 8 pour Cherbourg, 9 pour Nantes, 14 à Paris, 12 à Strasbourg. Ça reste plus élevé dans le sud-est, 23 déjà pour Nice et dans l'après-midi, belle remontée des températures à la faveur de l'ensoleillement, 26 dans la capitale, 25 pour Lille, 25 aussi pour Bordeaux et jusqu'à 33 pour Marseille, demain après-midi. C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max, pour qui il fera toujours beau chez B&B Hôtel. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. 14h30, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Les derniers mots des accusés au procès des attentats du 13 novembre 2015. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin, a déclaré Salah Abdeslam. L'heure est désormais aux délibérations avant le rendu du verdict mercredi après-midi. Semaine de casse-tête pour Elisabeth Borne, chargée de trouver un potentiel accord de gouvernement et d'établir une feuille de route qu'elle soumettra ensuite à Emmanuel Macron. La première ministre, à partir de cet après-midi, reçoit les chefs de groupe parlementaires. Avant-dernier jour du sommet du G7 en Allemagne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est invité dans les discussions pour demander une fin du conflit avant l'hiver. Il appelle les dirigeants du G7 à également renforcer les sanctions contre la Russie. C'est donc le dernier jour du procès des attentats du 13 novembre. Après près de 10 mois d'audience, le verdict est attendu mercredi en fin de journée. Aujourd'hui, les accusés ont eu l'opportunité de s'exprimer pour la dernière fois avant les délibérations, notamment Salah Abdeslam. Kelly Lafin est au palais de justice pour BFM TV. Plusieurs accusés ont parlé avec une émotion dans la voix, des larmes même pour certains, notamment les 3 accusés qui comparaissaient libres, qui ont tous eu un mot pour les parties civiles, les victimes qui sont venues à leur rencontre et qui les ont soutenues. Preuve de l'atmosphère inédite dans ce procès qui dure depuis bientôt 10 mois et durant lequel des liens se sont tissés entre les parties civiles mais aussi avec les avocats et même certains accusés. Quasiment tous ces hommes dans le box ont pris la parole les uns après les autres. Salah Abdeslam s'est exprimé en tout dernier, longuement. Ses premiers mots ont été pour les victimes. Je vous ai présenté mes excuses, dit-il, et certains vous diront qu'elles étaient insincères et que c'était une stratégie. Il n'a échappé à personne l'évolution qui a été la mienne pendant ce procès. Je voudrais raconter quelques épisodes de mon incarcération, non pas pour me plaindre, il serait ridicule de comparer ma douleur à la vôtre, mais pour expliquer les raisons de mon évolution. Salah Abdeslam raconte alors les violences, le harcèlement des surveillants lors de son incarcération en Belgique, qui explique son état d'esprit au début du procès. J'ai été un peu dur dans mes paroles et je le regrette. Après ces justifications, Salah Abdeslam a terminé sa prise de parole par un plaidoyer en sa faveur. La perpétuité est à la hauteur des faits, mais pas à la hauteur des hommes qui sont dans le box. Je suis entré en prison à 26 ans, a-t-il dit. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin, pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une erreur. Et voici la réaction d'un membre d'une association de victimes aux déclarations de Salah Abdeslam ce matin. Et il a cru devoir expliquer les conditions de sa détention. Je pense que c'est quelque chose qui pèse vraiment sur ce qu'il a vécu. Est-ce que c'est suffisant pour expliquer son mutisme au cours de toutes ces années d'instruction, pour expliquer son attitude au début du procès? Je ne le pense pas. Je pense malgré tout qu'il a lui aussi sincèrement exprimé l'évolution qu'on a bien tous constatée au cours de ce procès. Encore une fois, tout cela, évidemment, n'est pas à confondre ni avec les réquisitions, ni avec la décision qui sera rendue.
Politique intérieure est probablement la semaine de tous les défis pour Elisabeth Borne. Confirmée dans son rôle par Emmanuel Macron, la Première ministre est chargée de former un gouvernement d'action d'ici la fin de la semaine. Elisabeth Borne qui reçoit actuellement les chefs des différents groupes parlementaires et pour plusieurs jours pour en faire partie, s'ils sont d'accord. Anne-Solène Tavernier. Le temps est compté. Elisabeth Borne a moins d'une semaine pour proposer au chef de l'État un nouveau gouvernement dit d'action. Quelle forme prendra-t-il? S'agira-t-il d'un gouvernement de coalition? Ce lundi matin, le ministre de l'économie a rappelé un principe intangible. L'esprit de compromis doit s'accompagner de l'esprit de décision et le compromis, ça n'est pas le reniement. Il y a un projet. Et croyez-moi, je suis viscéralement attaché à ce que nous gardions la ligne de notre projet. Elle n'est pas négociable. Nous croyons à la nation, nous ne croyons pas, par exemple, au communautarisme. Quel profil la locataire de Matignon est-elle en train d'examiner? Une chose est sûre, selon la volonté de l'Élysée, ni la France Insoumise ni le Rassemblement National ne feront leur entrée au gouvernement. Tant pis, lui répondent les principaux intéressés. Et nous, on n'a pas besoin de brevet de gouvernabilité de M. Macron pour faire des propositions et défendre les Français qui nous ont élus. Nous, on défendra dans la droite ligne des valeurs de Marine Le Pen, ce qui est bon pour la France, et on n'a pas besoin de l'avis des uns et des autres. Ce n'est pas à lui de décider qui peut gouverner ou pas, ce sont les Français qui le décident. Elisabeth Borne, que l'on dit froide et techno, va devoir montrer qu'elle est beaucoup plus politique qu'elle en a l'air. Si sa marge de manœuvre est étroite, c'est du côté de l'Assemblée nationale qu'elle pourrait obtenir des compromis de l'opposition. Quand on regarde les 4 grands thèmes du programme présidentiel, le travail, la fracture territoriale, la sécurité, l'éducation et le climat, je pense qu'on peut se retrouver avec des élus, des députés qui ont un peu, j'allais dire, la même philosophie. D'ores et déjà à la tâche, la Première ministre reçoit ce lundi et jusqu'à mercredi les présidents de groupes parlementaires. Benjamin, mission impossible pour la Première ministre ou pas forcément ? Mission impossible s'il s'agit de nouer des accords de gouvernement ou de coalition, parce que ça, on l'a bien compris dans les réactions de ceux qui auraient été susceptibles de signer ces fameux accords avec le gouvernement, qu'il n'en est en aucun cas question quand on prend quand on prend les partis qui sont dans cet arc délimité par Emmanuel Macron, c'est-à-dire des communistes aux républicains. Les communistes ne seront pas au gouvernement, il n'y a pas beaucoup de suspense. Les républicains qui, idéologiquement, sont sans doute ceux qui se rapprochent le plus de la majorité présidentielle. Là encore, l'ont dit, Olivier Marleix, le président de groupe, a dit qu'il refusait d'être la béquille du gouvernement. Par contre, mission impossible pour aller chercher éventuellement quelques personnalités pour essayer d'élargir au maximum. Là non, on voit bien qu'il manque une 40aine de sièges à Elisabeth Borne et au gouvernement pour obtenir une majorité absolue. Ces 40-là, ce sera difficile, mais par contre, d'aller chercher quelques personnalités, ces fameuses voix dissonantes qu'a pu évoquer Emmanuel Macron, par exemple à droite, Jean Rottner, Christelle Morancé, pourquoi pas Jean-François Copé, d'aller trouver quelques voix chez des députés d'outre-mer, chez des socialistes dissidents. Là, ce n'est pas impossible, mais ce qui est sûr, c'est que des schémas qui avaient été évoqués, gouvernement d'union nationale, accord de coalition, majorité d'action au cas par cas, c'est bien la troisième hypothèse qui semble en l'état la plus plausible, avec de fait des moments quand il s'agira par exemple d'agir pour le pouvoir d'achat des Français, ce sera envisageable parce que les oppositions auront en quelque sorte sans doute à cœur de montrer qu'elles peuvent être dans un état d'esprit constructif, mais quand il y aura des décisions difficiles à prendre, ces majorités d'action seront plus difficiles à trouver. Bref, la France sera sans doute gouvernable, sera-t-elle réformable? C'est une autre question. Merci Benjamin Duhamel. Avec cette question donc, qui restera en suspens pour les prochaines heures en tout cas. La Première ministre Gaëtane Meslin est avec nous. Bonjour. Sa tâche est également... La Première ministre, c'est ce qu'on doit comprendre. Non, pardon. Gaëtane Meslin, virgule. La Première ministre est à la tâche cette semaine également, puisqu'elle doit préparer ce premier texte de loi, le projet de loi sur le pouvoir d'achat des Français, qui sera le premier texte présenté à l'Assemblée nationale. Il passera au Conseil des ministres le 6 juillet prochain. Prestations sociales, bouclier sur les loyers. Quelles sont les principales mesures qui ont été annoncées? Elles ont été précisées aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Alors, vous savez que pour le gouvernement, l'objectif, c'est de lutter contre l'inflation. L'INSEE a d'ailleurs indiqué vendredi que d'ici la fin de l'année, on pourrait atteindre les 7,5%, ce qui est juste colossal, sachant qu'en mai, on était à 5,4%. Donc, vous voyez un peu la marge de manœuvre encore. Alors, effectivement, vous l'avez dit,
les prestations sociales, c'est la grosse partie qui seront pour certaines revalorisées de 4%. On parle là des pensions de retraite, d'invalidité, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales et les minima sociaux profiteront également de la hausse prévue par le gouvernement. L'allocation adulte handicapé également. Et puis, du côté des loyers, eh bien, le ministre de l'économie a indiqué ce matin à Apolline de Malherbe que les APL seraient bien revalorisées de 3,5%. L'objectif étant bien évidemment de compenser la hausse des loyers qui sera, elle, plafonnée à 3,5%. Selon Bercy, avec ce bouclier loyer, un ménage payant un peu plus de 800 € de loyer par mois pourrait ainsi économiser 200 € fin 2022. Cette revalorisation des APL coûtera 168 millions d'euros à l'État, ce qui n'est pas rien. Est-ce que les entreprises aussi vont être mises à contribution? Oui, et surtout les PME, notamment pour le partage de la valeur. Vous le savez, il y a deux moyens de rémunérer les salariés aujourd'hui. Il y a bien évidemment les salaires, on l'a bien compris, les entreprises sont peu enclines à augmenter les salaires. Et il y a aussi l'intéressement. Le gouvernement veut mettre en place un dispositif par l'employeur sans accord de branche, ce qui sera beaucoup plus simple. Et puis, on notera également que toutes ces hausses programmées donc pour le début juillet, devrait coûter entre 7 et 8 milliards d'euros. À cela, il faut ajouter les mesures qui sont dévoilées au compte-gouttes, comme la hausse de 4% de la prime d'activité, le nouveau chèque alimentaire inflation, dont on ne connaît pas encore le montant, la revalorisation du point d'indice, vous savez, qui sert de base pour le calcul de la rémunération des fonctionnaires, qui sera dévoilée, cette revalorisation, elle sera dévoilée demain par Stanislas Guerini, le ministre de la fonction publique. Le bouclier tarifaire sur l'énergie qui, lui, est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Et puis, on pense bien évidemment au triplement et à la pérennisation de la prime de pouvoir d'achat d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Gaëtan Mélin pour ces précisions. Donc sur ces premières mesures annoncées, et eux aussi veulent protéger leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les professionnels du transport routier et de la logistique sont en grève à l'appel de plusieurs syndicats. Une mobilisation nationale matérialisée par des blocages de zones industrielles pour demander une hausse de salaire. Avec toutes les augmentations qu'il y a en ce moment, avec le gaz, l'électricité, le gasoil pour les ouvriers, aussi bien pour nos patrons que le reste. Le gasoil pour nos patrons aussi, c'est cher. Et on va pas se mentir, mais voilà, l'augmentation, il faut que ça soit... Voilà, il faut qu'on augmente les salaires et tout ça. Les salaires sont trop bas. C'est surtout pour les patrons, en fait, que c'est plus dur, parce que c'est eux qui payent le gasoil, c'est eux qui payent tout ça. Quoi. Ouais. Nous, moi, mon salaire, il a pas bougé, il reste le même. Tandis que pour éviter des pénuries, une hausse des prix de l'énergie d'ici à cet hiver, les patrons de Total Energy, Engie et EDF appellent les Français à la sobriété énergétique. Y sommes-nous prêts? Nicolas Droussier, Henri Margossev avec Pierre Barbin. Ils sont concurrents, mais les trois leaders de l'énergie ont publié une tribune commune. Ils demandent aux Français de réduire immédiatement leur consommation de carburant, de pétrole, d'électricité et de gaz. L'effort doit être immédiat, collectif et massif selon eux. Les risques de pénurie sont sans doute assez réels en matière de gaz et quelles que soient les mesures que l'on prenne, il faut les prendre bien entendu, et puis les prendre nous permettra d'économiser quelques mesures plus drastiques dans le futur. La guerre en Ukraine n'arrange pas les choses, surtout depuis que la Russie ne livre plus de gaz à la France. Les trois leaders de l'énergie estiment que chaque geste compte. Des efforts, cette Parisienne en fait au quotidien dans son appartement, d'abord lorsqu'elle cuisine. Je mets un couvercle sur la casserole. Ça, c'est systématique, j'ai toujours fait. Justement, pour ce gain d'énergie, mais j'en prends conscience maintenant, mais je l'ai toujours fait systématiquement. Pour réduire la facture, elle a installé des ampoules LED dans tout son appartement et fait la chasse au moindre gaspillage. Il y a la conscience écolo, mais aussi personnellement, parce que je ne vois pas l'intérêt de laisser une pièce allumée en permanence s'il n'y a personne ou si je suis seule. Je ne vois pas l'intérêt. Pour réduire les risques de pénurie cet hiver, le gouvernement va remplir au maximum ses stocks de gaz. Objectif, 100% des capacités remplies au début de l'automne.
On en vient à présent à ce deuxième jour du sommet du G7 en Allemagne. Il s'achève demain. Au cœur des discussions, la guerre en Ukraine, évidemment, et ses conséquences, notamment ses conséquences énergétiques. Agathe Lambry, vous êtes notre envoyée spéciale en Bavière. Le président Zelensky s'est entretenu ce matin par visioconférence avec les membres du G7. Il a demandé notamment à renforcer les sanctions contre la Russie et à mettre fin à la guerre dans son pays avant l'hiver. Oui, exactement, parce que l'hiver est très rude en Ukraine. Il sera plus difficile de combattre. Les positions seront gelées et la Russie pourrait en sortir renforcée. Volodymyr Zelensky qui a estimé aussi que ce n'était pas le moment de négocier. Il le fera quand son pays aura retrouvé l'ascendant. Le président ukrainien qui a répété effectivement qu'il fallait intensifier les sanctions contre Moscou devant les dirigeants du G7 qui sont justement en train d'essayer de s'accorder sur de nouvelles mesures. Le G7 qui envisage d'abord un embargo sur l'or russe, une ressource stratégique pour Moscou. Mais une autre mesure suscite des divergences. Il s'agit de plafonner les prix du pétrole russe. Pour la France, eh bien, ce n'est pas la bonne façon, la bonne approche. La France qui plaide plutôt pour une mesure plus large au niveau des producteurs de pétrole. Résumé d'un diplomate, les États-Unis sont dans une logique de sanctions contre Moscou. La France, elle, veut davantage limiter les coûts, limiter l'inflation. Vous le voyez, il y a des divergences et justement, c'est tout l'enjeu de ce G7, essayer de se mettre d'accord alors que cette guerre qui dure met à mal la cohésion de ses leaders. Merci beaucoup Agathe avec Gaëtan Malaquais en Allemagne pour BFM TV. L'Ukraine sur le terrain. Au lendemain de ces 4 explosions entendues à Kiev, la police est toujours présente dans le quartier résidentiel visé par des tirs de missiles russes. Ils ont fait 1 mort. Après 3 semaines de calme relatif, Caroline Philippe pour BFM TV a rencontré des habitants résignés. Les habitants sont bien sûr conscients du danger, conscients que les Russes peuvent à nouveau frapper partout dans la ville à tout moment. Mais ici, dans ce quartier résidentiel visé hier, après le choc, l'ambiance est plutôt calme désormais. Les habitants sortent dans la rue. Nous avons rencontré Rima, qui vit ici depuis 8 mois et qui promenait son chien. La menace ne l'empêche pas de vivre quasi normalement. J'ai assez peur, mais on a déjà eu un bombardement le 28 avril et c'était du même ordre que celui d'aujourd'hui. La vie continue. Je poursuis mon travail, je vais ici ou là. Jusqu'à il y a 8 mois, j'habitais Severodonetsk. Alors ça n'est pas une situation nouvelle. Pour moi, ces événements ont commencé en 2014. C'est pour ça que je suis quand même moins surprise que les autres par ce qui se passe. Et devant l'immeuble touché hier, les secouristes ont laissé place aux ouvriers. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les travaux de déblaiement ont déjà commencé. Les engins de chantier sont à l'œuvre pour qu'ils puissent travailler. La rue est bouclée par la police. Et ce matin, ce qui perturbe le plus les habitants qui ont l'habitude de rejoindre la bouche de métro juste de l'autre côté de la rue. 14h45 sur BFM TV. Dans 10 jours à peu près, ce seront les grandes vacances. Attention aux méduses. Plusieurs nageurs du défi Monte Cristo à Marseille ont dû stopper leur course nautique aujourd'hui après avoir été piqués par ces méduses. Certains même ont dû être rapatriés et pris en charge. Julien Mancini avec Blandine Dalena. Ils devaient nager 5 km, mais pour de nombreux participants, la course a tourné court. À peine 5 minutes après le départ. Il y avait un joli banc de méduses qui nous attendait. Donc là, du coup, on a tous nagé comme on pouvait dans tous les sens. C'était ambiance Titanic, mais bonne ambiance quand même. Mais tout le monde se faisait piquer à tour de rôle. Une 50aine de nageurs a été prise en charge par une navette de la SNSM. Les participants ont été ramenés sur la terre ferme, sans médaille, mais avec des brûlures sur le corps, soignés en urgence, avec de la mousse à raser. On s'est fait piquer 1 fois ou 2 fois, 3 fois. Moi, je me suis fait piquer 5 fois. Pour moi, 4 fois. 2 fois le visage, 1 fois la main, 1 fois le pied. C'est un petit peu stressant au départ, oui. Une fois que je fais piquer 1 ou 2 fois... Une quarantaine d'autres participants a subi le même sort lors d'une course dont le départ était prévu un peu plus tard. Un scénario auquel les nageurs ne s'attendaient pas, mais qui n'a pourtant rien d'étonnant sur la Côte d'Azur. Là, c'est vrai qu'on a un climat qui est hyper changeant, avec de l'eau chaude, on va dire qui était très chaude il y a 15 jours. Les variations de température, en général, c'est là où peuvent... après se déplacer avec les courants, les méduses. Donc c'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé la première année également, où là par contre c'était un tapis de méduses. Et là où nous avons dû cette fois-ci annuler purement et simplement la course. Les 4 autres courses de la journée n'ont pas été annulées. L'organisation a toutefois informé les participants de la présence de ces méduses. Ceux qui ont décidé de ne pas se jeter à l'eau seront remboursés. C'était donc lié en partie à la météo. Justement, il y a quelques heures encore, la grêle a frappé fort l'est de la France. Kevin Drouin et Emeline Darcourt. Regardez un peu les trous
Un trou causé par un grêlon hier soir pendant l'orage. C'était très impressionnant, même le chien a eu peur. Donc oui, ça tapait très fort. Et je me suis levée regarder les grêlons et ça ressemblait à des balles de ping-pong. Sur ces images envoyées par des témoins BFM TV, des grêlons de grande taille. Dans ce quartier, ils ont dégradé des dizaines de voitures. Là, je ne peux pas les rouler comme ça. Hein. Ou alors, on va dire que c'est une voiture décapotable. Hein. J'ai mon mari aussi qui a une voiture. La vitre qui est tout fendue quand même. L'essuie-glace qui est cassé. Un phare qui est cassé aussi. Mais bon, il est quand même parti au travail. Les habitations aussi sont endommagées par la grêle. On a enlevé les vitres qui sont cassées et ça touche beaucoup de vitres, c'est ça? Ah ben c'est tout les vitres. Hein. Ouais. Tant qu'on voit la télévision, on ne s'en rend pas compte, et quand ça arrive chez nous, on s'en rend compte. Hein. Tous les locataires du dernier étage de cet immeuble sont touchés. On avait l'impression qu'il y avait que c'était un jet de pierre, pas vraiment un jet pas vraiment de la grêle, c'était plutôt un jet de pierre. Et ça s'est calmé à un moment assez sournoisement et ça a repris. Et alors là vraiment, ça a doublé d'intensité et je suis allé me cacher dans la salle de bain. Parasol ou bien siège de jardin, la grêle les a transpercés en quelques minutes. Au lendemain de l'orage, les services de la ville sont à l'œuvre. Les rues sont jonchées de branchages. 14h48, restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cet après-midi de début de négociations et de réception par la Première ministre des chefs des groupes parlementaires afin de parvenir à un accord de gouvernement, voire à leur participation au futur gouvernement. On en parle dans quelques minutes, juste après la météo. C'est la météo avec B&B Hôtel. Et ça, le bonheur de Max. Qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son B&B Hôtel favori. La météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Bonjour à tous. Comme prévu, une belle amélioration concerne cet après-midi les régions du nord-ouest avec le retour de belles éclaircies. C'est le cas en tout cas ici en Ile-de-France avec ces belles éclaircies, même si il est vrai que les températures restent un peu fraîches pour la saison, elles vont remonter. En tout cas, le soleil s'impose donc dans le nord-ouest. Quelques ondées possibles pour le nord de la Bretagne, pour le Cotentin. En revanche, le temps reste instable entre les Pyrénées, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Grand Est avec des averses localement orageuses. Le soleil mais le vent pour la Méditerranée. Plein soleil d'ailleurs pour la Côte d'Azur et pour la Corse. Alors les températures, on le voit avec la masse d'air, des températures un peu fraîches. Seulement 23 à Bordeaux, 22 à Toulouse. C'est à peine de saison. 18 pour Brest. Là aussi, c'est pas très cher payé pour une fin juin. 23 à Paris. En revanche, ça reste plus chaud dans le sud-est. 34 pour Marseille et jusqu'à 35 pour Ajaccio. Demain matin, donc, l'amélioration se poursuit avec du soleil sur une grande partie du pays. À noter que le temps restera instable dans les régions de l'Est le matin comme l'après-midi avec localement de bonnes averses orageuses, de bonnes pluies sous les orages. Et puis, vous le voyez, un ciel un peu plus chargé en remontant vers l'Alsace. Ailleurs, dans l'ouest et sur les régions centrales, le soleil devrait s'imposer. Toujours le vent pour la Méditerranée et pour la Corse. Les températures en matinée toujours un peu fraîches, de 8 à Cherbourg à 23 pour Nice, 14 pour Paris, 11 à Bordeaux et dans l'après-midi. Des températures qui vont bien remonter. 26 dans la capitale, 26 pour Lyon, même température pour Toulouse et jusqu'à 33 pour Marseille. Nouvelle perturbation attendue pour mercredi dans le nord-ouest qui glissera jeudi vers les régions centrales avec des pluies localement orageuses, perturbation qui s'évacuera vendredi vers les régions de l'Est, si bien que le soleil reviendra à l'arrière. Et pour le prochain week-end, des conditions météo estivales, aussi bien samedi que dimanche. Un léger voile dans l'ouest pour dimanche et les températures, donc à nouveau de saison. 27 de moyenne pour le nord et jusqu'à 32 pour les régions de la moitié sud. Passez une très belle fin d'après-midi. C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max. Pour qui il fera toujours beau chez B&B Hôtel. C'était la météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Nouvelle soirée spéciale quasiment entièrement consacrée à l'Ukraine. Image sidérante aujourd'hui. Pour prolonger l'info, décrypter les événements de la journée. Il demande qu'on ferme le ciel pour que ces attaques cessent. Nos reportages. Le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse. C'est un document exceptionnel de nos envoyés spéciaux. Nous n'avons aucune information. Et l'analyse de nos chroniqueurs. Là, on assiste ce soir à la destruction d'une nation. 22h max avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise.
Avec croisière.fr, accédez à plus de 100 destinations. Choisissez votre croisière idéale, en famille ou entre amis. Et en ce moment, découvrez les offres de Royal Caribbean. Rendez-vous sur croisière.fr. Cheveux en mauvais état, il manque de force et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. Il stimule le bulbe. Il augmente la pousse des cheveux, fortifie et améliore l'état des cheveux. C'est Luxéol pousse, croissance et fortification des cheveux. Existe en gélule et également à boire et à croquer. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme Luxéol. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Estimation, facture et outils de gestion. Les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise. C'est carré avec Square. Avant Comme J'aime, je pesais 93 kilos. Depuis 4 ans, mon poids oscille dans un tunnel qui se situe entre 78 et 83 kilos. Dès que je vois que je m'en rapproche, hop, un petit mois de programme Comme J'aime et je repère du poids. Il ne faut jamais lâcher. Tout le monde le sait. C'est pour ça qu'après avoir fait votre programme, un conseiller vous rappellera tous les 3 mois pendant 3 ans pour que vous ne sortiez jamais de votre tunnel. Avec Comme J'aime, vous ne serez jamais seul. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commejaime.fr. Commejaime.fr. Détendez-vous. Imola, le design, la technologie, la qualité allemande depuis 1948. Du 22 juin au 19 juillet, découvrez nos soldes irrésistibles chez tous vos concessionnaires Imola. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2 000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Êtes-vous prêt à passer une Nova Nuit? Endormez-vous plus rapidement. Réveillez-vous moins souvent. Et soyez en forme le matin. Nova Nuit Triple Action libère plus rapidement la mélatonine pour passer une Nova Nuit. Maille présente le repas. Couper, piquer, lever, aimer, passer. Couper, piquer, saucer. Nouvelle sauce maille, une touche d'ingrédients gourmets pour des classiques, pas si classiques. Il n'y a que maille qui maille. Rendez-vous sur BFM Grand Lille, votre chaîne dédiée aux Hauts-de-France. Info locale, météo, trafic, sport, LOSC, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Grand Lille, canal 31 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Eh oh, pas Versailles ici. Hop, 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 hop. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Mais c'est pas Hop, 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 hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, c'est simple. Une énergie moins chère et des services pour réduire votre consommation. Ça, c'est ma famille. Depuis quelques mois, ils font des trucs bizarres. Au début, j'y faisais pas trop attention. Mais là, je les reconnais plus. On a tous une bonne raison d'adopter un mode de vie plus sain. À nous d'inventer le logement qui va avec. Cogedim, des biens qui font du bien.
C'est une occasion garantie 24 mois. Ah non, elle est bien. Hein. Mais elle est en très bon état. Ce serait possible de me faire un petit accro. Pardon? Un POC, quoi, ou un pet, parce que mes voisins, ils vont penser que c'est une voiture neuve et ça va jaser. Chez Ekar, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Avec des véhicules révisés et garantis jusqu'à 36 mois, trouvez l'occasion parfaite sur ekar.fr. Il est la dernière star du cinéma français. C'est inouï, quoi, la beauté, l'assurance. Il n'a pas joué, il a été Alain Delon. Un écorché vif à l'ego démesuré. Je suis star, c'est grâce à mon public, c'est pas grâce à ceux qui bavent dans ces conneries là de magazine. Où il aime et il est extraordinaire, où il déteste, il est odieux. Ses fantômes, ses blessures, ses regrets. Il a pas envie de se mettre en danger, il a pas envie de se remettre en question. Alain Delon confidentiel. Ce soir, à 21h, sur BFM TV. Disponible sur tablette, mobile et rmcbfmplay.com. Il est 15h. À la une, ces consultations à Matignon. La Première ministre commence cet après-midi à recevoir les chefs des groupes parlementaires, notamment sur un possible accord de gouvernement, voire leur participation à un gouvernement, mais aussi sur le vote des prochains textes de loi. Et le premier concernera notre pouvoir d'achat. Les premières mesures ont été précisées aujourd'hui. Il s'agit notamment de revalorisation des prestations sociales, d'un bouclier sur les loyers ou encore d'une incitation à l'intéressement. Volodymyr Zelensky exhorte les dirigeants du G7 à faire le maximum pour mettre un terme à la guerre qui ravage son pays avant la fin de cette année, évoquant notamment la rudesse de l'hiver en Ukraine. Le G7 qui va continuer à accroître la pression sur Poutine, promet le chancelier allemand. Et les derniers mots des accusés au procès des attentats du 13 novembre 2015. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin, a déclaré Salah Abdeslam. L'heure est désormais aux délibérations avant le rendu du verdict mercredi après-midi. Sa mission est délicate. Voilà un doux euphémisme concernant Elisabeth Borne, dont la semaine débute sous le signe du casse-tête. Elisabeth Bartholomé, la Première ministre, dispose de quelques tout petits jours pour élaborer une feuille de route et un nouvel organigramme gouvernemental qu'elle présentera ensuite au président. Oui, avant de partir pour la Bavière, Emmanuel Macron a confié quelques devoirs à sa ministre qu'il a renommée avec toute sa confiance, disait-il. Première tâche, poursuivre ses consultations avec les présidents de groupe des communistes OLR pour les sonder sur leurs envies de coopération avec le gouvernement. Ça commence dès cet après-midi puisqu'à partir de 16h, Elisabeth Borne recevra les 3 présidents des groupes de la majorité. Concrètement, la Première ministre va leur demander 3 choses. La première, s'ils sont prêts ou non à passer des accords de gouvernement. La seconde, s'ils vont voter la confiance ou s'abstenir. La troisième, s'ils vont voter le budget, texte fondateur, ou s'abstenir également. Objectif, voir avec quelle majorité le gouvernement pourra faire voter ces textes à l'Assemblée nationale. Et puis la deuxième tâche qui attend Elisabeth Borne, elle concerne bien sûr le remaniement. Là aussi, le président l'a chargé de voir quelles sont les personnalités qui pourraient faire leur entrée au gouvernement, mais il reste encore plusieurs questions à trancher. Faut-il faire un remaniement poste pour poste en remplaçant les ministres qui vont sortir? Faut-il repartir de zéro, d'une feuille blanche? Quid des cas Abad et Zakharopoulou, tous deux mis en cause dans des affaires d'accusation de viol? Il faut se débarrasser des branches pourries, plaide un conseiller. La fenêtre de tir, en tout cas, est très étroite. Emmanuel Macron rentre de ses déplacements internationaux vendredi 1er juillet. Et le mardi 5 juillet, c'est Elisabeth Borne qui devra prononcer sa déclaration de politique générale. Merci Elisabeth Bartholomé avec Médéric Soltani à Matignon pour BFM TV. Benjamin Duhamel, parmi les questions à trancher, il y en a une qu'on pourrait ajouter à la liste de celles énoncées par Elisa. Il y a celle des personnalités qui pourraient accepter de collaborer avec la majorité. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre la possibilité de nouer un accord de gouvernement, de coalition, et d'aller convaincre quelques voix dissonantes, pour reprendre l'expression du président de la République. Sur un accord de coalition, cela paraît en l'état tout à fait exclu, parce que si l'on écoute ce que disent précisément ces leaders de l'opposition, ils ont fermé la porte à la possibilité de soutenir le gouvernement à travers une coalition dans cet arc qui a été dessiné par Emmanuel Macron, c'est-à-dire du Parti communiste au parti Les Républicains. Par contre, il peut y avoir une volonté chez Emmanuel Macron de donner l'impression qu'il élargit le gouvernement et d'aller prendre ici ou là des personnalités qui sont susceptibles de vouloir entrer dans le dispositif gouvernemental. Si l'on prend par exemple le parti Les Républicains, Jean Rottner, le président de la région Grand Est, Christelle Morancet, autre patronne de région, Jean-François Copé également, sont des personnalités qui pourraient rentrer au gouvernement.
Il y a deux difficultés. La première, c'est sont-elles représentatives de leur camp? Est-ce que si Jean Rottner rentrait au gouvernement, cela ferait bouger la moindre voix du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale quand on voit qu'Olivier Marleix est sur une ligne anti-macroniste? Ça, c'est la première difficulté. Et puis la deuxième difficulté, c'est que ce qui ressemblerait à, ce que le président voudrait montrer que le gouvernement s'élargit, ressemble en réalité à des débauchages. Voilà l'équation compliquée auquel doivent faire face tant Elisabeth Borne qu'Emmanuel Macron. Merci Benjamin, et on ajoute que Jean-François Copé a assuré ce matin qu'il ne voulait pas on dit souvent ça, entrer au gouvernement. Je le cite, je ne fais que le citer. Et vous, Agnès Séverin, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée Les Républicains, vice-présidente du parti Les Républicains. Oui. Vous pourriez en être? Écoutez, non, la ligne du parti, elle a été très claire. La difficulté aujourd'hui, elle est très simple. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron a été élu sans projet. Donc c'est très très difficile de signer un chèque en blanc et de dire OK pour des alliances ou une coalition ou un accord de gouvernement. En fait, on met en quelque sorte la charrue avant les bœufs. Ce qui serait très intéressant d'abord, c'est de faire à la limite comme en Allemagne. On se met d'abord d'accord sur un accord projet sur projet, en fait. Et là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous dit, donnez-nous 40 députés, donnez-nous 40 voix, et à partir de là, on se mettra d'accord ensuite. Ça n'est pas possible, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faut savoir qu'on a, nous, aujourd'hui, 61 députés, il faut aussi le rappeler à ceux qui nous écoutent, qui ont été élus en mandat d'opposants. Ils ont été élus comme députés d'opposition. Et donc, la priorité, quand on arrive dans un groupe à l'Assemblée nationale, c'est de positionner en étant ou dans la majorité ou dans l'opposition. C'est pas tellement trahir la ligne du parti ou les Républicains, c'est vis-à-vis de la confiance, vis-à-vis des électeurs qui ont voté pour eux. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent, voilà, on vous a élu en opposant et dès le lendemain, vous rejoignez la majorité. Vous voyez, donc il faut un peu de cohérence, il faut sortir en fait de cette position. On est tous le nez sur l'événement. Il faut d'abord se mettre à la place, encore une fois, de ces députés qui ont été élus en opposant et deuxièmement, se dire, pourquoi faire? Puisqu'en fait, Emmanuel Macron a fait l'impasse sur les deux campagnes, en fait, et la campagne présidentielle et la campagne des législatives. Est-ce que les lignes ont bougé? Donc il y a des points, oui, mais attendez, en une semaine, qui intéressent les Français. C'est les projets. Nous, par exemple, on a une vraie vision totalement différente sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a une très très grande peur du déclassement en France. Et que donc, au lieu de faire des chèques à gogo qui alimentent l'inflation, il faut augmenter les revenus du travail. Il faut des mesures pérennes. Des mesures ont été annoncées justement aujourd'hui. Est-ce que vous les voteriez? Oui, écoutez, s'il n'y a pas l'augmentation des revenus du travail avec la baisse de la CSG qui toucherait à la fois les salariés, les indépendants et les retraités, parce qu'encore une fois, je le redis, malheureusement, les LR ont échoué là-dessus et moi j'ai l'honnêteté de le reconnaître. On a échoué sur cette peur du déclassement, alors que nous, un parti gaulliste, on aurait dû parler à ces couches populaires. Aujourd'hui, vous savez, ceux qui votent RN, c'est pas parce qu'ils sont fachos, ils sont racistes, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de ce déclassement qu'ils vivent aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, je considère que les Républicains doivent parler justement à ces Français-là qui ont cette peur du déclassement. Comment vous leur parleriez différemment si vous n'avez pas réussi à le faire auparavant? Et alors justement, moi j'appelle justement tous les LR aujourd'hui à se dire que désormais, avant de se demander s'il faut être dans le gouvernement ou pas, s'il faut s'accorder sur tel ou tel texte, mettons-nous autour de la table pendant 6 mois, il faut s'enfermer et réfléchir à quel projet on veut incarner aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui n'est pas normal encore une fois, c'est que face à cette peur du déclassement, pour un parti gaulliste qui devait parler à ces couches sociales-là, on n'a pas réussi à leur parler et du coup, ils votent Rassemblement national. Vous voyez? Donc c'est un des sujets majeurs. Et puis deuxièmement, c'est vrai qu'il y a toute la question aussi du régalien. C'est un marqueur de droite. Et sur ces sujets-là, c'est vrai qu'il y a une insécurité permanente aussi en France. Et donc, nous devons répondre. Alors, si, sur ces textes-là, le gouvernement acceptait nos amendements, si on réussissait à améliorer les textes, alors on voterait dès demain. Et moi, je serais la première à dire qu'il faut évidemment complètement réinventer notre forme d'opposition. On ne peut plus être dans un combat permanent aujourd'hui. La situation est trop grave et les Français attendent de nous, y compris des Républicains, qu'on soit à la hauteur des enjeux et des défis à relever pour la France. Donc sur le pouvoir d'achat, vous nous dites en substance, l'exécutif doit entendre et donc reprendre à son compte une partie des propositions formulées par peut-être une partie de l'opposition. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a à cet égard lancé une sorte d'avertissement aux oppositions dans leur globalité. C'était ce matin, écoutons-le. Je sais que la dette a encore augmenté de 90 milliards au premier trimestre. On est à 2 900 milliards d'euros. Oui, mais c'est pas le montant brut des 2 900 milliards qui me préoccupe. Pourquoi est-ce que je parle de code d'alerte? Tout simplement parce que les conditions de financement ont changé. Que nous pouvions emprunter à 0%, voire à des taux négatifs, et qu'aujourd'hui, nous empruntons à plus de 2%. Parce qu'une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. Et que ma responsabilité de ministre des Finances, et je souhaite que chacun l'entende, c'est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027.
Benjamin Duhamel, la tonalité a changé. Avant et après les élections, on sent moins optimiste, Bruno Le Maire. Oui, alors d'abord, il y a une évolution sur le fond. C'est que la capacité de financement de la France est en train d'évoluer parce que les taux d'intérêt progressent sur les marchés financiers. Ça veut dire concrètement, pour ceux qui nous écoutent, que la charge de la dette augmente, que chaque année, la France doit rembourser plus d'argent et que quand elle l'emprunte, cela lui coûte plus cher. Ça veut aussi dire que ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la différence des taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, est en train de s'élargir et que donc ça crée une contrainte supplémentaire sur les finances publiques, que par ailleurs il y a des dépenses qui vont être engagées pour précisément essayer de préserver le pouvoir d'achat des Français. Là où vous avez raison, c'est que quand on est ministre de l'économie et des finances, on a tendance à attendre la fin des élections pour parler des mauvaises nouvelles plutôt que d'en parler avant. Il y a néanmoins deux objectifs politiques pour Bruno Le Maire. Le premier, c'est d'essayer encore une fois de mettre les oppositions devant leurs responsabilités. Sur le thème, la situation est trop grave pour que nous nous divisions, notamment au moment où le collectif budgétaire sera examiné au Parlement. Ça, c'est le premier objectif. Et puis le deuxième objectif politique, c'est aussi d'utiliser des mots qui sont doux aux oreilles d'une partie de la droite. Quand on a la droite qui met en avant l'objectif de préserver les finances publiques, et bien là, on a un ministre de l'économie et des finances qui parle de la cote d'alerte qui est atteinte. Et dans un moment où précisément Elisabeth Borne et Emmanuel Macron essayent de convaincre une partie de la droite, sinon de les soutenir du moins sur certains textes, d'observer une forme d'abstention bienveillante, cela peut compter d'avoir ce type de discours. Agnès Evren, vous vous rejoignez sur cet impératif de rigueur budgétaire. Évidemment, c'est un marqueur pour la droite. La maîtrise des comptes publics, c'était nous dans notre feuille de route, justement. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on pourrait se mettre d'accord. Mais c'est vrai que la réduction des dépenses publiques, c'est un marqueur, mais surtout, c'est le gouverneur de la Banque centrale qui récemment a alerté, a tiré la sonnette d'alarme auprès du gouvernement en disant « Attention, il faut réduire la dépense publique avec les taux d'intérêt qui vont augmenter. 1% de hausse de taux d'intérêt, c'est 40 milliards de coûts supplémentaires. Et donc, c'est l'équivalent du budget de la défense, par exemple. Et donc, évidemment, il faut réduire la dépense publique. La seule chose, c'est qu'en fait, ce gouvernement n'a pas fait de réformes structurelles qui auraient permis de réduire la dépense publique. C'est même pire. Moi, je suis député européen et je constate que le PSA, le pacte de stabilité annuel qui trace en fait la trajectoire des déficits, n'a toujours pas été transmise à Bruxelles. Emmanuel Macron avait promis de l'envoyer au mois d'avril et ça n'a pas été fait parce que ça lui permettait d'avoir les coups des franches et de promettre de raser gratis. Sauf que là, en effet, pour faire un peu des clins d'œil à la droite, on dit, en effet, on a pour objectif, évidemment, de réduire la dépense publique, parce que ce gouvernement, en fait, est un peu dans le looping permanent, un coup à gauche, un coup à droite. Et là, ils ont besoin, évidemment, de séduire et l'électorat de droite et, évidemment, les responsables politiques de droite en disant, vous voyez, sur la réduction de la dette, on est capable de s'entendre parce qu'on est raisonnable. Parce que pour vous, c'est un effet d'annonce et c'est pas possible à mettre en place? J'ose espérer que si, mais ça, pour le faire, il faut des réformes structurelles. Il faut la réforme des retraites, par exemple. Sauf que sur la réforme des retraites, on ne sait toujours pas ce qui est prévu finalement. Est-ce que c'est 64 ans? Est-ce que c'est 65 ans? Si vous voulez, la difficulté, c'est qu'on est dans le flou permanent. Il y a cette absence de clarté qui fait qu'aujourd'hui, la droite, il est vrai, a du mal à se positionner. Puisqu'en fait, comme on met la charrue avant les bœufs, on ne sait pas sur quoi est-ce qu'on peut s'entendre. Moi, je suis pour que... Mais idéologiquement, on a quand même l'impression que globalement, il y a plus de choses qui vous unissent que de choses qui vous séparent. Écoutez, moi, j'en sais rien parce que ce président a fait l'impasse sur les deux campagnes présidentielles. Moi, je me mets à la place d'un électeur En Marche. Quand il a voté à l'aveugle, puisqu'il n'y avait pas vraiment de ligne directrice, finalement. Sur la réforme des retraites, on ne sait pas très bien. Sur le pouvoir d'achat, on nous avait dit qu'il faut attendre le 30 juin. Maintenant, on a quelques annonces. Sur le régalien, on n'en parle pas du tout. Sur la réduction des dépenses... Sur les retraites, vous dites qu'est-ce qu'on ne sait pas C'est 65 ans, 64 ans. Est-ce que c'est 65 ans? Est-ce que c'est systémique? Enfin, il y a des choses qui avaient été dites, mais qui ne sont pas très claires, finalement. Nous, on attend de connaître dans le détail les axes directeurs pour pouvoir se positionner. Mais évidemment, on devient, nous, aujourd'hui, le seul pôle de stabilité et de à l'Assemblée nationale. Parce qu'en effet, ce ne seront pas les deux pôles de radicalité qui seront, eux, qui feront la politique du pire, à mon avis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on ne veut pas se brader. C'est quand même normal. On est parti de 4,7% à la présidentielle. On a aujourd'hui un groupe de 61 députés. On a 154 sénateurs. Et donc, évidemment, notre voix va peser. Mais elle va peser non pas pour participer à ce combat permanent à l'Assemblée. Ça n'aurait aucun sens et c'est pas ce que les Français attendent de nous. On veut peser pour orienter les réformes. Et encore une fois, on ne votera que les textes qui seront amendés par la droite.
Merci Agnès Evren d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Eurodéputée Les Républicains, vice-présidente des Républicains. On en vient évidemment à cette poursuite de cette séquence internationale d'Emmanuel Macron. Il est actuellement en Allemagne où les dirigeants des pays du G7 sont réunis pour parler de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Volodymyr Zelensky qui s'est adressé à eux tout à l'heure. Il les a exhortés à faire le maximum pour mettre un terme à l'invasion avant la fin de l'année, évoquant notamment la rudesse de l'hiver qui approche en Ukraine. Il a aussi demandé au G7 de renforcer les sanctions contre la Russie en limitant les prix du pétrole exporté par Moscou. Le G7 qui a réaffirmé son soutien à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Benjamin, une fois qu'il sera revenu en France, le président Macron, que se passera-t-il? Alors, rappelons d'abord que la séquence internationale ne se limite pas au sommet du G7. Il y aura un sommet de l'OTAN qui se tiendra à Madrid dans les prochains jours, puis en fin de semaine, Emmanuel Macron qui se rendra au sommet des océans qui se tient à Lisbonne. Et puis ensuite, il rentrera effectivement en France à la fin de la semaine. Et pour rappeler le calendrier qui a été fixé par le président Elisabeth Borne, il l'a chargé d'ici les premiers mois de juillet de former un nouveau gouvernement. Le calendrier qui s'esquisse donc et la possibilité qu'un nouveau gouvernement soit formé, que le remaniement ait lieu d'ici à partir de... En réalité, vendredi, dans la coulisse, on comprend par exemple dimanche, lundi, avec donc une nouvelle équipe gouvernementale qui est bien sûr nécessaire avant le moment fort de ce début de mois de juillet, à savoir le discours de politique générale d'Elisabeth Borne qui, en l'état, est prévu le mardi 5 juillet. Merci Benjamin Duhamel pour ces précisions. On en vient à présent à cette autre actualité, le procès fleuve des attentats du 13 novembre qui s'est achevé ce matin au terme de près de 10 mois d'audience. La Cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. Salah Abdeslam s'est exprimé pour la dernière fois avant le verdict attendu mercredi soir. Émile Darcourt, Kelly Lafin, Amélie Patéron avec Néla Prodhomme. Mes premiers mots seront pour les victimes. Lorsqu'il prend la parole pour le dernier jour du procès, Salah Abdeslam est loin de son attitude des premières semaines. Plus de propagande pour l'État islamique dans ses propos. Devant le tribunal, il explique son mutisme et ses déclarations provocatrices du début qu'il dit regretter par les mauvais traitements subis en prison. Son évolution, il l'attribue à la redécouverte au moment du procès de la vie sociale. Les propos où il raconte malheureusement des scènes qui se passent parfois en prison ne m'ont pas ni étreint ni bousculé. Il n'a pas compris ce qu'on peut lui reprocher depuis le début dans ce dossier. Le fait de rappeler ses souffrances peut apparaître comme une victimisation. Cette maladresse elle-même, pour moi, je la prends plutôt comme une démonstration de sincérité, parce que si c'était une stratégie de défense savamment élaborée avec ses avocats, il n'aurait certainement pas dit ça. Salah Abdeslam insiste devant le tribunal pour ses derniers mots. Il assure que ses excuses prononcées il y a un mois sont sincères. Le message est reçu par les parties civiles. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de sincérité dans le propos et c'est une évidence que de dire que les témoignages des parties civiles qui ont été portés à la barre ont réellement eu un impact, ont vraiment porté. Puis Salah Abdeslam évoque la peine qu'il encourt. L'opinion publique dit que j'étais dans les terrasses ou au Bataclan à tirer sur des gens. Vous savez que la vérité est à l'opposé. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais je ne suis pas un assassin, pas un tueur. Et si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. Le verdict du procès des attentats du 13 novembre est attendu mercredi soir. La chronique éco. Votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que ça va vous plaire. Votre programme avec Floa. Paiement en plusieurs fois, mini-prêt. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Bonjour Frédéric. Bonjour. Objectif pouvoir d'achat, une semaine après les élections législatives. Ça y est, le gouvernement lève enfin le voile sur une batterie de plusieurs mesures anti-inflation. Et parmi elles, on retient notamment une mesure sur le logement. Oui, c'est un peu la surprise. On n'attendait pas forcément le logement. Et pourtant, c'est une des mesures principales. Alors pourquoi ? Évidemment, le logement, c'est le principal poste de dépense des Français. 20% en moyenne selon l'INSEE. Alors 20%, ça ne veut rien dire. Ça dépend évidemment si on est locataire propriétaire ou pas. Les locataires en moyenne, c'est 30%. Et si on prend les ménages les plus modestes, ça monte jusqu'à 35, voire 50% pour les foyers en difficulté. Donc si ça flambe sur ce poste-là, évidemment, ça fait très mal. Et bien justement, ça devait flamber. En France, on ne peut pas augmenter les loyers comme on veut. Il y a ce qu'on appelle l'indice de référence des loyers. C'est l'INSEE, tous les 3 mois, dit voilà, vous pouvez augmenter, propriétaires, vos loyers de 2, 3, 4%. Et bien là,
selon l'INSEE, ça devait augmenter, a priori pour le trimestre qui allait venir, jusqu'à 6%. 6% de hausse, ça aurait fait très mal, sachant qu'il y a déjà eu des hausses de 2,5% et 3,5% depuis le début de l'année. Donc Bruno Le Maire et le gouvernement ont dit non, ce sera 3,5% maximum pour cet indice de référence des loyers, et ce jusqu'à mi-2023 à peu près. Donc sans cette hausse, eh bien, les loyers auraient flambé, ça aurait fait très très mal au pouvoir d'achat. Par ailleurs, 3,5%, c'est pas rien quand même, c'est quand même une hausse. Les APL, pour les foyers les plus modestes, vont suivre aussi avec une hausse prévue de 3,5%, donc pour couvrir cette hausse éventuelle des loyers. Pourquoi ne pas geler les loyers durant cette période ? C'est ce que demandent les associations de locataires. C'est la piste La piste avait été évoquée d'ailleurs par Bruno Le Maire en personne en mai dernier, mais Matignon a tranché. Elisabeth Borne dit c'est une fausse bonne idée. Alors pourquoi ? Parce que les propriétaires sont aussi touchés par l'inflation, avec les charges d'entretien, mais aussi par les travaux de rénovation. Le gouvernement veut que les propriétaires rénovent leurs bâtiments pour des questions d'efficience énergétique. Eh bien ça coûte plus cher aux propriétaires. Donc on leur accorde une petite hausse, mais on ne gèle pas les loyers, parce que sinon, évidemment, tous ces travaux n'auraient pas pu être faits. Le gouvernement calcule que sur un loyer de 800 € par mois, le fait de modérer cette hausse, eh bien, ça ferait un gain d'à peu près 200 € sur l'année pour les locataires. Donc ça va coûter un peu plus cher, mais ça aurait pu coûter beaucoup plus cher. Et d'autres mesures sont également prévues par le gouvernement. Oui, les minima sociaux, on l'a dit, plus 4%, RSA, minimum vieillesse. Le gouvernement va aussi, on l'a appris il n'y a pas longtemps, ça juste à la mi-journée, va aussi relancer un dispositif d'aide exceptionnel. C'est ce qu'il avait fait pendant le Covid. En mai 2020, 9 millions de personnes vont dès la rentrée de septembre, si c'est voté à l'Assemblée, tout ça évidemment, tout ça c'est avec un point d'interrogation. 9 millions de personnes vont recevoir 100 € à la rentrée, plus 50 €. Donc ça, ce sont les bénéficiaires des minima sociaux, 9 millions de personnes, on l'a dit. Ces deux mesures, ça va coûter 9 milliards d'euros aux caisses de l'État. C'est très cher quand même, tout ça. Les entreprises seront-elles aussi mise à contribution? C'est ce qu'on demande, l'État y est mis, mais les entreprises aussi. Alors oui, on va les pousser à élargir les accords d'intéressement pour les petites entreprises. Le plafond d'exonération pour la prime transport va être doublé. Ce matin, on a entendu Bruno Le Maire sur notre antenne mettre la pression sur Total Énergie en disant allez, la ristourne, encore plus de ristourne pour baisser le prix de l'essence. Bruno Le Maire l'a rappelé, on atteint la cote d'alerte. L'État ne peut pas tout. Maintenant, les entreprises doivent aussi mettre la main à la poche pour sauvegarder notre pouvoir d'achat. Merci Frédéric. C'était votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que vous voulez la suite. C'était votre programme avec Floa. Paiement en plusieurs fois, mini-prêt. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir à 20h50. BFM TV consacre un document inédit à Alain Delon qui sera samedi à l'honneur du Festival de cinéma de La Rochelle. Delon, dernière star vivante du cinéma français. Son fils, les acteurs et les metteurs en scène avec qui il a joué racontent sa beauté, ses fantômes et ses blessures. Extrait. En 1998, Patrice Lecomte lui propose un projet qui ne peut que le séduire. Le film Une chance sur deux réunit 28 ans après Borsalino, les deux stars, Delon et Belmondo. Le film n'a pas eu le succès escompté. Il l'a ressenti comme un désaveu du public, comme s'il était passé de mode, comme si on n'avait pas envie de lui, comme si on n'avait plus envie de lui, comme s'il n'était plus le Alain Delon qui avait été tellement resplendissant. Et ça n'a pas été marrant pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'intéresse encore au cinéma? Il faut croire que non. Si vous l'écoutez, il n'y a plus de metteur en scène, il n'y a plus de cinéaste, il n'y a plus rien. Le cinéma est mort depuis X années, c'est ce qu'il dit. Il se trompe, évidemment. Mais c'est parce qu'il n'a pas envie de se remettre en question. C'est aussi simple que ça. J'ai dit, regardez une actrice comme Catherine Deneuve, qui est un peu plus jeune que mon père, mais bon, ils sont pas très loin non plus. C'est quelqu'un qui se remet en question sans arrêt. Et se remettre en question, ça veut dire aussi se laisser diriger. Il n'a pas envie de se mettre en danger. Il n'a pas envie de se remettre en question. Voilà, rendez-vous 20h50 pour ce document Ligne Rouge inédit sur Alain Delon ce soir. Dans quelques instants, nous reviendrons sur la fin du procès des attentats du 13 novembre 2015. La Cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée à la mi-journée pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi soir. Ce matin, elle a donné une dernière fois la parole aux accusés, notamment à Salah Abdeslam. A tout de suite.